Dans l'obscurité d'une nuit sans lune, le colonel Lucien Morel, officier décoré de l'armée française, gît dans sa voiture, le sang s'écoulant de 3 blessures par balle à la poitrine. La caméra de bord, impassible, enregistre chaque seconde de son agonie. À l'extérieur, l'agent de police Julien Roche, l'arme encore pointée, hurle. « Je t'avais dit de ne pas bouger !» La vision de Lucien se brouille, mélange de douleur et de confusion, alors qu'il tend lentement la main vers sa carte militaire posée sur le siège passager. Son téléphone vibre, un message urgent du ministère de la Défense clignote sur l'écran, une mission classée secret défense l'attend. Alors que le monde menace de s'éteindre autour de lui, une question lancinante le hante, qu'est-ce que c'est qui a véritablement déclenché cet arrêt routier? La scène bascule dans le chaos. La radio de Roche crache, coupe de feu, suspecte à terre. Les sirènes déchirent la nuit tandis que les secours affluent pour stabiliser Lucien, dont le pouls faiblit à chaque seconde. À l'hôpital général de la région parisienne, les chirurgiens s'acharnent, luttant contre des côtes brisées et une hémorragie artérielle. La balle a manqué le cœur de quelques millimètres, murmure Claire Lefebvre, la chirurgienne en chef, une femme en regard d'acier qui refuse de perdre son patient. Il ne devrait pas être en vie. Dans la salle d'attente, les policiers forment des groupes compacts, chuchotant entre eux, peaufinant leur version des faits. Légitime défense, l'agent craignait pour sa vie, le suspect a fait un geste menaçant. Soudain, les portes de l'urgence s'ouvrent avec fracas. Camille Dubois, avocate des droits civiques de 39 ans, connue pour son inflexible détermination, fait irruption. Son visage, habituellement composé, trahit une fureur contenue lorsqu'elle exige de voir son mari. Les officiers en uniforme lui barrent le passage, il est sous enquête, pas de visiteur. Camille, sans se démonter, invoque ses droits de proche et menace d'un procès pour violation des libertés fondamentaux. À contre-cœur, il s'écarte. À l'écran du téléviseur mural, la chaîne C4 affiche un bandeau accusateur, suspect abattu lors d'un contrôle routier. Le nom de Lucien, son grade, son sacrifice, tout est effacé, réduit à une étiquette infamante. À 2 heures du matin, le préfet de police Michel Beaumont organise une conférence de presse improvisée, flanquée d'une photo de Julien Roche en uniforme, son dossier exemplaire mis en avant. L'agent Roche a agi conformément au protocole face à un individu menaçant, déclare-t-il avec assurance. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment. Les partisans du mouvement, la police protège et partage des images de la remise de diplôme de Roche à l'école de police, tandis que d'autres dénoncent le profilage racial d'un colonel noir au volant d'une berline de luxe. Le colonel Antoine Berger, supérieur de Lucien et liaison du ministère de la Défense avec les services de renseignement, fait irruption à l'hôpital, exigeant la vidéo de la caméra de bord. Dysfonctionnement technique, répond le sergent de permanence, le regard fuyante. La mâchoire d'Antoine se crispe. Il ordonne immédiatement à son équipe d'enquêteurs militaires de prendre l'affaire en main. Dans l'unité de soins intensifs, Camille serre la main de Lucien, dont la vie dépend des machines qui respirent pour lui. 3 chirurgiens, dirigés par Claire Lefebvre, se relaient, sans relâche pour le maintenir en vie. Les moniteurs émettent des bips réguliers, mais chaque alarme fait bondir le cœur de Camille. À l'extérieur, un jeune homme discret, Émile Garnier, journaliste indépendant, observe la scène depuis le parking de l'hôpital. Armé de son téléphone, il a capturé une partie de l'incident plus tôt dans la soirée, y compris un détail troublant. Juste avant les coups de feu, Roche a passé un appel furtif, murmurant des mots qu'Émile n'a pas saisis. Il hésite à publier la vidéo, conscient des dangers, mais contacte secrètement Camille via un message crypté. Pendant ce temps, Julien Roche, placé en congé administratif payé, plaisante avec ses collègues, qualifiant son absence de « vacances forcées ». Les avocats du syndicat policier tiennent des briefings quotidiens, présentant Roche comme un héros traumatisé par la nécessité d'user de la force létale. Le procureur Philippe Laurent rend visite à Camille, offrant des condoléances polies mais éludant toute question sur d'éventuelles poursuites. « Nous devons respecter la procédure, ces affaires sont complexes, dit-il. La réponse de Camille est glaciale, mon mari avait des droits, dont celui de ne pas être criblé de balles. Les premiers signes d'une dissimulation apparaissent. Le rapport policier préliminaire est, en attente de validation hiérarchique. Un témoin clé, une passante qui a filmé l'incident,
est convoqué par des détectives sous prétexte de sécurité nationale, son téléphone est confisqué. Le domicile de Camille est vandalisé, des insultes racistes griffonnées sur la façade. Les officiers dépêchés sur place traitent l'incident comme un simple acte de vandalisme juvénile. Au ministère de la Défense, des alertes signalent des tentatives non autorisées d'accès au dossier classifié de Lucien. Claire Lefebvre, la chirurgienne, remarque une activité inhabituelle dans l'hôpital, des pannes intermittentes des systèmes informatiques, des visiteurs non identifiés rôdant près des soins intensifs. Elle alerte discrètement Camille, soupçonnant d'une menace plus large. Émile, de son côté, décide de creuser plus loin. En fouillant les réseaux sociaux de Roche, il découvre des publications ambiguës, des likes sur des pages associées à des groupes extrémistes. Il transmet ces informations à Camille, mais insiste pour rester anonyme, craignant des représailles. Dans l'unité de soins intensifs, Lucien reste dans un état critique, entouré de tubes et de moniteurs qui le maintiennent dans une sorte de cocon technologique. Camille refuse de quitter son chevet, dormant à peine sur une chaise inclinable sous la lumière crue des néons. Elle scrute chaque rapport médical, enzymes hépatiques, gaz sanguin, coagulation, les croisant avec sa chronologie méticuleuse des événements. Chaque goutte de perfusion, chaque bip du ventilateur, est un rappel de la précarité de la survie de Lucien. À l'aube, un changement subtil se produit. Les moniteurs cardiaques, autrefois erratiques, affichent un rythme plus stable. La tension artérielle de Lucien remonte dans des zones sûres, et son oxygénation tient sans intervention dramatique. Claire, épuisée mais soulagée, reclassifie son état de critique à sérieux mais stable. Bien qu'il reste sous sédation lourde, l'ombre de la mort s'éloigne légèrement, offrant un fragile espoir. Camille, les yeux rougis par les nuits blanches, sent une détermination nouvelle l'envahir. Elle sait que la bataille ne fait que commencer. Ce n'était pas un simple contrôle routier. Lucien, en charge d'une enquête secrète sur des menaces contre les infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes d'eau, télécommunications, était une cible. Quelqu'un voulait l'éliminer, et Roche n'était peut-être qu'un pion. À l'extérieur, Émile, tapi dans l'ombre, envoie un dernier message à Camille. « J'ai trouvé autre chose, un nom. Une organisation. Soyez prudente. » La nuit fatale, qui a failli coûter la vie à Lucien Morel, n'est que le prélude d'une conspiration bien plus vaste, où la vérité risque d'être étouffée sous le poids des institutions et des mensonges. Mais Camille, soutenue par Claire et Émile, est prête à se battre, pour son mari, pour la justice, et pour révéler ce que cette nuit cache réellement. Chapitre 2, le réseau de l'ombre. Dans l'unité de soins intensifs, sous la lumière crue des néons, Lucien Morel lutte pour sa vie, suspendu entre l'espoir et l'abîme. Les moniteurs clignotent, traçant des lignes fragiles de survie, tandis que Camille Dubois, assise à son chevet, serre sa main comme pour l'ancrer à ce monde. Mais au-delà des murs de l'hôpital, une tempête se prépare, une conspiration dont les fils s'étendent bien plus loin qu'un simple contrôle routier. Les premières lueurs de l'aube percent à travers les stores, mais pour Camille, le jour n'apporte aucune clarté, seulement des ombres plus profondes. La vidéo d'Émile Garnier, ce journaliste indépendant qui a capturé l'incident, brûle dans son esprit. Ce qu'il a filmé, Julien Roche murmurant dans son talkie-walkie avant de tirer, suggère une préméditation, une intention qui dépasse la peur ou l'instinct. Mais les preuves s'évanouissent, comme de la fumée. Le rapport initial de la police reste, en cours de révision, et le téléphone de la passante qui avait filmé une partie de la scène, était saisi sous un vague prétexte de « sécurité nationale ». Camille sait que le temps joue contre elle. Chaque heure qui passe donne aux responsables une chance de réécrire l'histoire, d'effacer la vérité. À l'hôpital, une tension nouvelle s'installe. Claire Lefebvre, la chirurgienne qui a sauvé Lucien, remarque des anomalies inquiétantes, des interruptions inexpliquées dans les systèmes informatiques, des alertes de sécurité déclenchées sans raison apparente. Lors d'une pause dans un couloir désert, elle confie à Camille ses soupçons. « Ce n'est pas normal », murmure-t-elle, ses yeux scrutant les alentours. Hier soir, les moniteurs de Lucien ont cessé de fonctionner pendant 3 minutes. Une panne ciblée. Quelqu'un essaie d'accéder à ses données médicales, ou pire. Camille, déjà sur les nerfs, sent une colère froide monter en elle.
Elle contacte immédiatement le colonel Antoine Berger, supérieur de Lucien au ministère de la Défense, un homme au visage buriné par des années de service, dont la voix grave trahit une détermination sans faille. Antoine arrive à l'hôpital dans l'heure, escorté par 2 officiers en civil, leur regard y scrutant chaque recoin. Lucien travaillait sur une enquête sensible, explique-t-il à voix basse dans une salle de réunion improvisée. Des menaces contre nos infrastructures critiques, réseaux électriques, approvisionnement en eau, télécommunications. Il avait identifié des acteurs extrémistes, peut-être même des connexions étrangères. Ce n'était pas un contrôle routier aléatoire. Camille, dont l'esprit d'avocate analyse chaque détail, demande à voir la vidéo de la caméra de bord. Antoine secoue la tête. Officiellement, elle est corrompue. Mais j'ai mes propres sources. Il fait signe à un jeune homme qui se tient discrètement dans l'ombre, Léon Picard, un hacker de 24 ans connu dans les cercles clandestins pour ses talents en cybersécurité. Léon, avec ses lunettes rondes et son air de gamin maladroit, contraste avec la gravité de la situation, met ses doigts sur son ordinateur portable avec une précision chirurgicale. J'ai pénétré le serveur de la préfecture de police, murmure-t-il, jetant un regard nerveux autour de lui. La vidéo n'est pas corrompue. Elle a été supprimée, mais j'ai récupéré une copie partielle dans une sauvegarde non sécurisée. Il fait défiler des images granuleuses. Julien Roche, juste avant les coups de feu, prenant une photo de la carte militaire de Lucien et murmurant quelque chose dans son téléphone. Camille sent son cœur se serrer. Il savait qui était Lucien, dit-elle, la voix tremblante de rage. Il l'a ciblé. Pendant ce temps, à l'extérieur, Émile Garnier continue son enquête parallèle. Ce journaliste, qui gagne sa vie en publiant sur des plateformes indépendantes, sait qu'il joue avec le feu. Après avoir envoyé la vidéo à Camille, il reçoit des messages anonymes menaçant « Arrête de fouiller, ou tu finiras comme lui ». Mais Émile, porté par un mélange de courage et d'idéalisme, refuse de se taire. Dans un café discret de Montparnasse, il rencontre Margot Vasseur, une détective privée qu'il a déjà croisée lors d'enquêtes sur la corruption. Margot, la quarantaine, les cheveux coupés courts et un regard qui ne pardonne rien, accepte d'aider. J'ai des contacts dans la police, dit-elle en sirotant un espresso. Roche n'est pas un loup solitaire. Il fréquente des cercles douteux, des groupuscules qui se réunissent dans des forums cryptés. Il parle de purifier la France, de s'attaquer à ceux qu'il juge traîtres. Émile lui montre une capture d'écran d'un post de Roche sur un réseau social, un commentaire ambigu sur « Protéger l'ordre à tout prix ». Margot fronce les sourcils. Ça sent l'extrémisme organisé. Il faut creuser plus loin. À l'hôpital, la situation s'aggrave. Une cyberattaque frappe le système informatique, perturbant les moniteurs de Lucien et semant la panique parmi le personnel. Claire, qui dirige l'équipe médicale, ordonne un verrouillage manuel des équipements critiques, sauvant Lucien d'une défaillance potentiellement fatale. Elle alerte les autorités, et dans l'heure, des agents de la DGSI, le service de renseignement intérieur français, envahissent l'hôpital. Ils transforment l'étage de Lucien en une forteresse, point de contrôle aux entrées, scanner d'identification, et brouilleur de signaux pour empêcher toute écoute. Des SUV banalisés forment un périmètre discret autour de l'entrée des urgences, et des spécialistes en contre-mesures électroniques s'assurent qu'aucune communication non autorisée ne passe. Camille, épuisée mais alerte, observe ce déploiement avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Ils savent que Lucien est une cible, murmure-t-elle à Claire. Mais qui tire les ficelles? Antoine Berger, depuis son bureau au ministère, organise une vidéoconférence cryptée avec le directeur de la DGSI, le général Marc Vallon. Sa voix est grave, presque solennelle. Ce n'était pas une bavure. Lucien enquêtait sur des menaces internes, des groupes extrémistes infiltrés dans les institutions, y compris la police. Nous avons des interceptions signalant des acteurs étrangers, peut-être russes, peut-être autres, qui exploitent ces réseaux pour déstabiliser nos infrastructures.
Vallon, un homme aux traits anguleux, acquiesce. Nous mobilisons des équipes tactiques. Lucien doit être protégé, et nous devons remonter la piste. Quelques heures plus tard, des agents de la DGSI, épaulés par des militaires, établissent un poste de commandement près du bureau des infirmières. Des analystes en cybersécurité, des enquêteurs, et des officiers militaires échangent des informations en temps réel, leurs écrans affichant des cartes de réseau, des organigrammes, et des communications interceptées. Camille, pendant ce temps, ne lâche rien. Elle refuse les offres d'une chambre privée à l'hôpital, préférant rester auprès de Lucien. Elle passe ses journées à analyser les rapports médicaux, notant chaque détail, tension artérielle, saturation en oxygène, bilan sanguin, avec une précision obsessionnelle. Mais elle ne se contente pas de veiller sur son mari. Elle contacte ses anciens collègues du barreau, des avocats spécialisés dans les droits humains, et commence à monter un dossier. Émile lui envoie de nouvelles informations. Un nom ? Sentinelle Blanche. Une organisation clandestine liée à des officiers de police et à des contractants privés. Margot, de son côté, découvre que Roche a des liens avec un ancien collègue, le capitaine Paul Lefort, un officier influent du syndicat policier connu pour ses discours nationalistes. Lefort est une clé, dit Margot à Émile dans un appel sécurisé. Il recrute des flics pour des opérations spéciales. Je parie qu'il sait ce que Roche tramait. À l'extérieur, la société se fracture. Les chaînes d'information en continu, comme BFM TV, diffusent des reportages biaisés, présentant Roche comme un officier sous pression, tandis que des hashtags comme Sale Justice pour Lucien gagnent du terrain sur les réseaux sociaux. Des manifestations éclatent à Paris, certaines soutenant la police, d'autres dénonçant le racisme systémique. Camille reçoit des menaces anonymes par téléphone, des messages orduriers qui la visent elle et ses enfants, Amélie et Théo, âgés de 10 et 14 ans. Elle les a envoyés chez sa sœur à Lyon, sous protection discrète, mais la peur la ronge. Émile, lui, est suivi dans les rues de Belleville par des hommes en civil. Il change de téléphone et utilise des applications cryptées pour communiquer avec Camille et Margot. Léon, le hacker, découvre une piste alarmante, des transferts financiers suspects vers un compte lié à Roche, provenant d'une société écran basée à Chypre. Ça sent le financement étranger, dit-il à Antoine, qui transmet immédiatement l'information à la DGSI. Dans l'hôpital, Lucien montre des signes de progrès. Ses constantes vitales se stabilisant davantage, et Claire réduit progressivement la sédation. Mais il reste inconscient, son corps luttant pour guérir des dommages causés par les balles. Camille, épuisée, s'accroche à chaque petite victoire, un pouls plus fort, une respiration moins laborieuse. Elle sait que la bataille pour la vérité sera longue, mais elle est prête. Avec l'aide d'Antoine, d'Émile, de Margot, de Léon et de Claire, elle commence à démêler le réseau de l'ombre qui a failli coûter la vie à son mari. Ce qui semblait être une tragédie isolée révèle peu à peu une conspiration d'une ampleur terrifiante, impliquant des extrémistes, des officiers corrompus, et peut-être des puissances étrangères. Alors que le soleil se couche sur Paris, Camille murmure à Lucien, toujours immobile, « On va trouver la vérité, mon amour. » Et ils paieront. Le soleil perce timidement à travers les rideaux de l'unité de soins intensifs, projetant des ombres longues sur le visage immobile de Lucien Morel. Les machines, toujours fidèles, scandent le rythme fragile de sa survie. Mais ce matin-là, un miracle discret se produit. Les paupières de Lucien frémissent, puis s'ouvrent lentement, révélant des yeux embués de douleur et de confusion. Camille Dubois, qui n'a pas quitté son chevet depuis des semaines, retient un cri de soulagement. « Lucien, mon amour, tu es là » murmure-t-elle, ses larmes roulant sur ses joues. Il tente de parler, mais le tube du ventilateur étouffe ses mots. D'un geste faible, il serre sa main, un signe qu'il est revenu du bord de l'abîme. Lorsqu'un médecin retire délicatement le tube quelques heures plus tard, Lucien, la voix rauque, parvient à articuler une phrase qui change tout. « Roche, il a vu ma carte militaire. Il l'a photographiée. Il a passé un appel juste après. » Ces mots, prononcés dans un souffle, sont une bombe. Ils confirment ce que Camille, Antoine Berger, Émile Garnier,
Margot Vasseur et Léon Picard soupçonnaient, l'attaque contre Lucien n'était pas un accident, mais une tentative d'assassinat ciblé. Camille, galvanisée par cette révélation, partage l'information avec Antoine, qui mobilise immédiatement son équipe au ministère de la Défense. La vidéo partielle récupérée par Léon, le jeune hacker, et celle d'Émile, le journaliste indépendant, deviennent des pièces maîtresses. Les images montrent clairement Julien Roche, l'officier de police, prenant une photo de la carte militaire de Lucien avant de murmurer dans son téléphone « C'est lui. On y va ». Ce détail, combiné au témoignage de Lucien, pulvérise la version officielle de la police, qui prétendait que Roche avait agi en légitime défense face à un « geste menaçant ». Camille, avec l'aide de ses collègues avocats, prépare un dossier accablant. Mais elle sait que la vérité, aussi évidente soit-elle, risque d'être étouffée par des institutions protégeant leurs propres intérêts. La pression monte lorsque la maison de sa sœur à Lyon, où ses enfants Amélie et Théo sont cachés, est vandalisée. Des graffitis racistes maculant les murs, et un message anonyme avertit « Abandonne, ou ils seront les prochains ». Camille, déchirée entre la peur pour sa famille et sa quête de justice, refuse de céder. À Paris, la société est en ébullition. Des manifestations massives éclatent, divisées entre ceux qui soutiennent la police, brandissant des pancartes « Soutien à nos héros en bleu » et ceux qui exigent justice pour Lucien, scandant « Pas de justice, pas de paix ». Les chaînes comme France 24 diffusent des débats enflammés, où des commentateurs s'affrontent sur le racisme systémique et la sécurité publique. Émile, malgré les menaces qui pèsent sur lui, publie un article anonyme sur une plateforme indépendante, détaillant les liens de Roche avec l'organisation extrémiste Sentinelle Blanche. L'article, relayé par des milliers d'internautes, attire l'attention de la procureure générale Isabelle Renaud, une femme au regard perçant et à la réputation d'inflexibilité. Isabelle, après avoir visionné la vidéo d'Émile, décide d'ouvrir une enquête fédérale pour violation des droits civiques et suspicion de terrorisme intérieur. Le colonel Morel n'a pas été visé uniquement pour sa couleur de peau, déclare-t-elle lors d'une conférence de presse, son ton ferme faisant taire les murmures. Nous avons des raisons de croire qu'il était une cible et en raison de son travail pour la sécurité nationale. Antoine Berger, de son côté, intensifie les efforts du ministère. Il convoque une réunion secrète avec le général Marc Vallon de la DGSI et un nouvel allié inattendu, André Moulin, un ancien officier de police à la retraite. André, la soixantaine, le visage marqué par des années de service, contacte Antoine après avoir lu l'article d'Émile. « J'ai vu des choses dans la police », confie-t-il dans un café discret du Marais. Des officiers comme Roche, recrutés par des supérieurs comme le capitaine Paul Lefort, formaient un réseau. Ils parlèrent de défendre la France contre des ennemis internes. J'ai quitté le métier parce que je ne pouvais plus cautionner ça. André remet à Antoine des enregistrements clandestins de réunions où Lefort vantait des « actions décisives » contre des figures comme Lucien, perçues comme des menaces à leur idéologie. Ces preuves, combinées aux découvertes de Léon, des transferts financiers suspects vers Roche via une société écran, renforcent l'idée d'une conspiration orchestrée. La DGSI lance des raids à travers l'Île-de-France et au-delà. À l'aube, des agents armés perquisitionnent les domiciles de Roche et de Lefort, saisissant des téléphones cryptés, des documents volés du ministère de la Défense sur les vulnérabilités des réseaux électriques, et des relevés bancaires pointant vers des financements étrangers. Roche, toujours en congé administratif, disparaît soudainement, alerté par des sympathisants au sein de la police. Une chasse à l'homme national est déclenchée. Lefort, arrêté dans son bureau, nie tout en bloc, mais les enregistrements d'André le compromettent irrémédiablement. À l'hôpital, Lucien, désormais conscient mais faible, suit les développements à travers les murmures de Camille et les visites d'Antoine. Chaque nouvelle révélation le ramène à sa mission. Protéger la France contre des menaces internes. Il voulait m'arrêter parce que j'étais trop près de la vérité. Murmure-t-il à Camille, ses yeux brillants de détermination malgré la douleur. Camille, soutenue par Margot Vasseur, la détective privée, et Léon, qui continue de pirater des bases de données sensibles, découvre un lien troublant. Un frère de Roche travaille pour une entreprise de sécurité privée, Protexis, qui a des contrats avec les mêmes infrastructures que Lucien protégeait. Cette connexion suggère que l'attaque contre Lucien était non seulement personnelle, mais stratégique,
visant à saboter ses efforts pour contrer des cyberattaques imminentes. Isabelle Renaud, impressionnée par le dossier de Camille, dépose des accusations contre Roche et Tlefort. Tentative de meurtre, violation des droits civiques, possession illégale de documents classifiés, et conspiration pour entraver la justice. Mais la bataille juridique s'annonce ardue. Le syndicat policier, dirigé par un porte-parole agressif, dénonce une persécution politique et mobilise ses avocats pour défendre Roche, présenté comme une victime du politiquement correct. 3 mois après la fusillade, le procès commence à Versailles, dans une salle d'audience saturée de journalistes et de caméras. L'avocat de la défense, Étienne Laroche, dépeint Roche comme un officier sous pression, forcé d'agir dans une situation confuse. La procureure Isabelle Renaud, elle, présente la vidéo d'Émile, des analyses balistiques prouvant que Roche a tiré sans provocation, et des relevés téléphoniques montrant des appels de Roche à des numéros liés à Sentinelle Blanche avant et après l'incident. Camille témoigne en tant que témoin clé, décrivant calmement les tentatives d'intimidation, la disparition de preuves et l'obstruction institutionnelle. Lorsque Laroche tente de la discréditer, la taxant d'opportunisme, elle réplique avec une dignité glaciale : « Depuis 20 ans, je défends les victimes de violations des droits humains, uniquement lorsque les preuves sont irréfutables. Mon mari a failli mourir. Ce n'est pas une opportunité de carrière, c'est le cauchemar de toute famille confrontée au racisme. » Son témoignage, retransmis en direct, bouleverse l'opinion publique. Mais le procès est civil s'enlise. Après 10 jours de délibération, le jury se retrouve dans une impasse, incapable d'atteindre un verdict unanime et malgré les preuves accablantes. Le juge, Pierre Dubois, déclare un procès nul, provoquant des cris de triomphe et de rage à l'extérieur du tribunal. Isabelle, furieuse, annonce immédiatement un appel pour un nouveau procès. Puis, un scandale éclate, un juré révèle avoir reçu des menaces anonymes, un autre admet avoir accepté un pot de vin. La DGSI ouvre une enquête sur une possible manipulation du jury, renforçant les soupçons d'une conspiration plus vaste. Face à l'échec du système civil et aux menaces croissantes, un colis piégé est intercepté au domicile de Camille, le ministère de la Défense et la DGSI convoquent un conseil de sécurité à huis clos. Le directeur du Renseignement national et le ministre de la Défense briefent le président de la République. Nous faisons face à une conspiration terroriste intérieure, exploitant les divisions raciales et les canaux des forces de l'ordre pour saper notre sécurité, déclare le ministre. Le président approuve l'invocation de la juridiction militaire, une mesure exceptionnelle réservée aux crimes de guerre ou aux menaces graves. Roche, Tlefort et 14 complices présumés sont transférés à la base militaire de Vincennes pour un tribunal militaire secret, sous les accusations de trahison, tentative d'assassinat d'un officier, et conspiration contre l'État. Le tribunal, présidé par un panel de juges militaires, se déroule avec une précision implacable. Isabelle présente les preuves. La vidéo, les enregistrements d'André, les communications interceptées entre les conspirateurs et des opératifs extrémistes étrangers, et les aveux partiels de Tlefort, qui admet avoir recruté Roche pour neutraliser Lucien. Le moment le plus dramatique survient lorsque Tlefort, sous interrogatoire, révèle des rencontres avec des agents étrangers offrant des financements et des directives idéologiques pour exploiter les tensions raciales et en France. Les services de renseignement déjouent une tentative d'attaque contre la base pendant le procès, confirmant l'ampleur de la menace. Après 2 semaines, le tribunal condamne Roche et 5 complices pour trahison et tentative d'assassinat, des crimes passibles de la peine capitale. Tlefort et 9 autres reçoivent que la perpétuité. Les sentences sont exécutées sans spectacle public, conformément au protocole militaire. Lucien, désormais partiellement rétabli mais handicapé, un poumon fonctionne à 60% et des lésions nerveuses persistent, sort de l'hôpital militaire de Percy. Lors d'une cérémonie privée à l'Élysée, il reçoit la Légion d'honneur pour son courage face à des menaces internes et externes. Il accepte un poste de conseiller spécial pour une task force conjointe contre l'extrémisme dans les infrastructures critiques. Camille, nommée à la tête de la division des droits civiques au ministère de la Justice, déclare lors de son audition au Sénat : « Le racisme n'est pas seulement une faute morale, c'est une menace pour notre sécurité nationale. La justice équitable est le socle de notre démocratie. » Leurs enfants, Amélie et Théo,
vivent désormais dans un logement militaire sécurisé, suivis par des psychologues pour surmonter le traumatisme. La conspiration, révélée par un simple contrôle routier, a exposé une infiltration extrémiste dans 17 commissariats et des liens avec des acteurs étrangers. Les réformes qui suivent sont historiques, des contrôles renforcés pour les recrutements policiers, une surveillance continue des affiliations extrémistes, des conseils citoyens obligatoires, et des programmes fédéraux pour restaurer la confiance entre communautés et forces de l'ordre. Lucien et Camille, symboles de résilience, continuent leur combat, conscients que la justice reste un idéal fragile. Ce qui a commencé comme une tragédie personnelle a transformé la France, prouvant que le courage de quelques saints, soutenus par une société vigilante, peut démasquer les ombres et bâtir un avenir plus juste. L'histoire de Lucien Morel et de Camille Dubois, bien que fictive, résonne comme un miroir tendu à notre société, révélant des vérités profondes sur la justice, le courage et la responsabilité collective. En tant que Français, nous sommes attachés à des valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité, mais cette narration nous rappelle que ces idéaux ne sont pas des acquis. Ils exigent une vigilance constante, un engagement personnel et une solidarité sans faille. À travers les épreuves de Lucien, victime d'une injustice brutale, et de Camille, incarnation de la ténacité face à l'adversité, j'ai ressenti une gamme d'émotions, de l'indignation face à l'abus de pouvoir à l'admiration pour leur résilience. Cette histoire m'a conduit à réfléchir sur des leçons essentielles que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne, en respectant les nuances de la culture française, où l'introspection et l'action collective se rencontrent. Tout d'abord, cette histoire m'a frappé par sa dénonciation du silence face à l'injustice. En France, nous valorisons le débat public et la liberté d'expression, mais combien de fois restons-nous spectateurs lorsqu'une injustice se produit sous nos yeux? L'exemple de Camille, qui refuse de se taire malgré les menaces, m'enseigne que le silence équivaut à une complicité passive. Dans ma vie, cela m'incite à m'exprimer, même dans des situations inconfortables, que ce soit en dénonçant d'une remarque discriminatoire au travail ou en soutenant une cause locale. Comme le dit si bien Albert Camus, se taire, c'est laisser croire que l'on acquiesce. Appliquer cette leçon signifie oser prendre la parole, avec respect mais fermeté, pour défendre ce qui est juste. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité. Lucien survit grâce à un réseau d'alliés, Camille, Antoine, Émile, Margot, Léon, Claire, qui, chacun à leur manière, contribuent à révéler la vérité. En France, où la communauté et l'entraide sont des piliers, cette leçon trouve un écho particulier. Je me rends compte que les grandes batailles ne se gagnent pas seules. Dans ma vie, je m'efforce désormais de construire des liens solides, d'écouter ceux qui ont besoin d'aide et de m'impliquer dans des initiatives collectives, comme des associations de quartier ou des campagnes pour les droits humains. La fraternité, ce troisième pilier de notre devise, n'est pas un vain mot, elle exige des actes concrets, comme tendre la main à un collègue en difficulté ou participer à une manifestation pacifique. Une autre leçon cruciale c'est la persévérance face à l'adversité. Camille, confrontée à des institutions puissantes et à des menaces personnelles, ne baisse jamais les bras. Cette ténacité reflète une valeur française chère. L'honneur de défendre ses convictions, même au prix de sacrifices. Cela me pousse à reconsidérer mes propres défis. Combien de fois ai-je abandonné un projet par peur de l'échec ou par fatigue? Désormais, je m'inspire de Camille pour persévérer, que ce soit dans mes études, ma carrière ou mes engagements personnels. Comme le souligne Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Cette lutte, menée avec patience et détermination, est une clé pour surmonter les obstacles. Enfin, l'histoire m'a appris que la technologie et l'information sont des outils puissants pour le changement. Émile et Léon, en utilisant leurs compétences numériques, démantèlent une conspiration. En France, où l'accès à l'information est un droit fondamental, cette leçon est particulièrement pertinente. Je réalise que je peux utiliser les réseaux sociaux, les applications sécurisées ou les plateformes participatives pour m'informer et agir. Par exemple, partager une pétition, signaler un abus via une application anonyme ou soutenir un journalisme indépendant sont des gestes simples mais impactants. Cette approche moderne de l'engagement citoyen me motive à être plus actif en ligne, tout en restant critique face aux fake news. En conclusion, l'histoire de Lucien et Camille est un appel à l'action. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une conquête quotidienne.
En tant que Français, nous avons le devoir de défendre nos valeurs, non pas par des mots, mais par des actes. Cette narration m'a transformé, je suis plus attentif aux injustices, plus solidaire avec ceux qui souffrent, plus persévérant dans mes combats et plus conscient du pouvoir de l'information. Elle m'inspire à vivre avec courage et à contribuer, même modestement, à une société plus équitable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors montrez-le. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce message, partagez la vidéo avec vos amis et votre famille et pour amplifier cette réflexion, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce que cette narration vous a appris? Quelle action allez-vous entreprendre dans votre vie? Ensemble, faisons de la justice et de la fraternité une réalité. Merci de votre soutien, et à bientôt pour de nouvelles réflexions.